À l'occasion du sommet de la francophonie qui se tient ici en Tunisie à Djerba, la directrice de la diversité culturelle et de la langue française au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Nivine Khaled, nous fait le plaisir de répondre aux questions d'Arab News en français. Bonjour Nivine Khaled. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce sommet ? Alors comme vous le dites, c'est un grand rendez-vous. Le 18e sommet de la francophonie fête le cinquantenaire de notre organisation. Ce grand rassemblement des plus hautes autorités des 88 États et gouvernements de la francophonie qui seront là autour d'une thématique qui est celle de la connectivité dans la diversité. Et cette thématique en réalité porte aussi toutes les aspirations et les ambitions de cette francophonie qui, comme je l'ai dit, fête ses 50 ans, même 52 ans, mais surtout cette francophonie qui se veut connectée, qui se veut moderne, qui se veut numérique et qui se veut surtout en réponse aux aspirations des populations. Et d'ailleurs, cette francophonie a développé une stratégie numérique de la francophonie qui a été adoptée en décembre 2021 et qui porte tous les enseignements pour que nous puissions accompagner au mieux les populations, notamment les jeunes et les femmes, qui sont les priorités de la francophonie dans cette transition numérique indispensable pour leur bien-être et leur professionnalisation et leur aspiration à une vie meilleure. Dans les pays du Maghreb, le français occupe une place prépondérante, même si il n'est plus une langue officielle depuis près d'un demi-siècle. Toutefois, il faut le dire, le français semble être en recul. Dans certains pays, il y aurait même une sorte de désamour pour la langue auprès d'une certaine tranche de la population, notamment en Tunisie ou encore au Maroc. En Tunisie, pourtant, pays de l'un des fondateurs, des pères fondateurs de la francophonie, l'ancien président tunisien Habib Bourguiba. Alors, comment vous l'expliquez ? Alors déjà, ne soyons pas trop pessimistes. Déjà, il faut savoir que la langue française dans le monde se porte bien. Il faut savoir qu'au sein de la direction que je dirige, qui est la direction de la langue française et de la diversité et des cultures francophones, nous avons un observatoire qui produit tous les 4 ans un rapport sur la langue française dans le monde et que ce rapport a de façon très positive fait état de 321 millions de locuteurs de français dans le monde, avec une progression de 7% par rapport au rapport de 2018, puisque comme je l'ai dit, ce rapport paraît tous les 4 ans, mais vous avez quand même raison de noter qu'il y a effectivement dans certaines parties du monde une régression au niveau de l'enseignement et de l'éducation de la langue française, mais étrangement, c'est en Europe que nous avons ce problème. Étrangement, c'est en Europe il y a une régression de l'enseignement de la langue française à hauteur de 10% depuis 4 ans. Et je vous explique pourquoi, parce qu'en réalité, c'est en lien direct avec les politiques nationales, éducatives des pays européens qui imposent une seule langue étrangère obligatoire. Et sans surprise, cette langue, c'est bien l'anglais. Mais pour votre question concernant les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, il faut savoir que malgré tout, c'est vrai qu'il y a apparemment un certain désamour, mais en même temps, les chiffres nous disent que c'est quand même dans ces pays-là, que nous avons un bastion du français langue étrangère et que c'est dans ces pays-là que 44% des apprenants de français langue étrangère se trouvent dans les pays du Maghreb que vous avez cités, entre autres. Et que la langue française est perçue dans ces pays comme étant la langue de la culture, comme étant la langue qui permet d'accéder à un travail international, de poursuivre des études à l'étranger. Donc c'est une langue qui est vue comme une opportunité, surtout par les jeunes de ces pays. Et donc c'est une langue qui continue d'être, bien que comme vous l'avez dit, la langue arabe, la langue officielle dans ces pays est la langue arabe, mais cette langue continue de vivre malgré tout. Alors, vous avez abordé une thématique très importante. Nous avons rencontré certains Tunisiens ici à Djerba qui nous ont confié être moins désireux de parler français, et cela en réaction à certaines mesures en France. Je fais notamment allusion à la restriction des visas et donc l'impossibilité pour, je dirais, de nombreux Maghrébins de se rendre justement en France, berceau de la langue française. Alors oui,
c'est un amalgame entre France et francophonie, mais cela pourrait entraver tout de même la promotion justement de la langue française. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous pouvez y remédier, si je puis dire ? Alors, sauf que, comme je vous suis reconnaissante d'avoir mentionné le fait qu'il ne faut pas amalgamer entre la langue française et la francophonie. Et justement, je voulais vous informer que durant ce sommet, il y aura une déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Et le titre de cette déclaration est tout à fait révélateur de la posture de la francophonie vis-à-vis de la langue française. Il ne s'agit pas de défendre la langue française de France, mais il s'agit de travailler à promouvoir la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, c'est-à-dire la langue française qui est la langue de partage des 88 États et gouvernements qui font ce qu'est la francophonie aujourd'hui. Et pour répondre à votre questionnement par rapport à ces jeunes, même si cette langue ne leur ouvre pas directement l'accès à la France, il n'empêche que c'est une langue internationale, c'est une langue d'opportunité qui, de toutes les manières, reste la 4e langue sur Internet, reste la 5e langue la plus parlée dans le monde, et donc reste une langue internationale de poids qui ne peut être qu'une langue d'émancipation, d'opportunité, de décloisonnement, et d'ouverture vers l'autre. Vous savez que nous portons aussi dans nos priorités, dans nos mandats, par exemple, le soutien à la libre circulation des artistes, par exemple, ou à la libre circulation des entrepreneurs, du Sud notamment, parce que nous pensons que c'est justement par cette mobilité, que ce soit la mobilité des artistes ou la mobilité des enseignants, par exemple, parce que nous avons des programmes où nous favorisons la mobilité des enseignants d'un pays à l'autre, eh bien, nous pensons, nous avons dans notre ADN l'idée que justement cette mobilité est également un vecteur qui permet la paix, qui permet la cohésion sociale, qui permet et qui porte surtout les grandes valeurs, les valeurs cardinales de la francophonie que sont justement la solidarité, la paix. Encore une fois, ne pas amalgamer entre la France et la politique française et la francophonie qui est encore une fois, comme je vous l'ai dit, cet acte, ce positionnement commun de 88 États et gouvernements qui fondent la francophonie. Est-ce que vous ne pensez pas que la langue française est réservée à une certaine élite finalement ? Une belle phrase qu'emploie souvent notre secrétaire générale, Madame Louise Mouchiki-Wabo, qui dit il faut penser le français, il faut utiliser le français comme une langue décomplexée, une langue utile, une langue fonctionnelle. Il n'est pas question que cette langue soit la langue, comme vous dites, de l'élite, mais il est question que cette langue soit une langue qui ait un usage de tous les jours, qui soit appréhendée, appropriée par la jeunesse, parce que vous savez que la langue française, finalement, voit son avenir en Afrique, à cause de la démographie galopante de ce continent et à cause de la présence des jeunes. Et donc, je voulais également informer qu'il y a un outil qui s'appelle le dictionnaire des francophones. Et ce dictionnaire des francophones est un outil numérique, justement, puisqu'on parle de la connectivité et du numérique. C'est d'ailleurs le thème du sommet qui nous permet d'être là aujourd'hui. Eh bien, c'est un outil numérique que l'on trouve, une application qui permet d'avoir tous les mots français qui sont tirés des autres régions hors France, c'est-à-dire les mots français que l'on trouve dans des territoires de l'espace francophone, comme les pays du Maghreb, comme les pays d'Afrique, comme les pays d'Asie. Et ces mots-là font aussi vivre la langue française, parce que ces mots-là viennent enrichir cette langue, décloisonner cette langue et la faire vivre dans la diversité culturelle et linguistique qui est également portée et qui est au cœur des priorités de notre organisation. Alors, question aussi très importante, vous l'avez abordée, mais très brièvement. J'ai envie qu'on parle des pays du Moyen-Orient. On parle beaucoup du Maghreb, mais on sent par contre véritablement, et là c'est sur le terrain qu'on le sent, si je puis dire, que les personnes qui sont au Moyen-Orient semblent de plus en plus adhérer à la langue française. Comment vous l'expliquez ? Alors moi je pense que c'est un positionnement stratégique et politique, et c'est aussi le fait que ces pays se sont aperçus quelque part qu'il y avait une opportunité à saisir pour leur posture politique.
Par exemple, les Émirats arabes unis, c'est un pays associé, un membre associé de la francophonie depuis 2010. Et c'est un pays, c'est un État qui s'est rendu compte, sans doute, de l'importance et de l'opportunité que peut représenter la langue française. Comme je l'ai dit, c'est une langue internationale, au même titre que l'anglais. Et là, permettez-moi de dire également que à la francophonie, nous ne sommes pas du tout dans un rapport conflictuel avec n'importe quelle autre langue, mais bien dans ce rapport d'harmonisation, dans ce rapport de cohabitation avec toutes les autres aires linguistiques, et que notre secrétaire général porte partout, haut et fort, un plaidoyer politique en faveur de la langue française, oui, mais également du multilinguisme. Alors Madame Nevin, dans beaucoup de pays, et en particulier des pays en voie de développement ou les pays les moins avancés, les dossiers d'investissement prioritaires touchent rarement la mise en valeur des projets culturels. L'écart reste considérable, il faut le dire, en termes d'équipement entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc un accès à la culture, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être une politique culturelle plus offensive et un véritable essor des industries culturelles? Comment l'Organisation internationale de la francophonie peut y contribuer selon vous? Alors, je vous remercie pour cette question parce qu'il faut savoir que nous avons une attention de toujours à la culture qui est dans l'ADN de notre organisation, mais depuis quelques années, la secrétaire générale s'attache de façon très particulière à la promotion des industries culturelles et créatives. En décembre 2021, elle a même organisé une conversation francophone intitulée « La francophonie au service des industries culturelles et créatives ». Et donc nous, dans nos actions concrètes, puisque vous parlez d'actions concrètes, eh bien, je vous donne simplement un exemple. Au sein de la DLC, qui est donc la direction langue et culture, eh bien, nous avons 2 fonds de soutien aux productions cinématographiques et audiovisuelles du Sud, et que ce sont des fonds de financement qui permettent d'accompagner, de soutenir des projets du Sud, des productions du Sud qui sont soit en phase de développement, de production ou de finition. Et surtout, ces films sont primés dans les grands festivals que sont les festivals de Venise, les festivals de Toronto, de Berlin. Et donc, il y a effectivement un véritable soutien, un accompagnement des productions cinématographiques et audiovisuelles du Sud. Et ce fonds, le fonds Images, permet donc de finaliser, de faire découvrir toute la richesse et la vitalité du cinéma, notamment africain, parce que la francophonie, c'est aussi et surtout l'Afrique.